bienvenue à DocuHebdo. Récemment, au Québec, on a énormément entendu parler d'austérité. Mais comment est-ce que ces mesures d'austérité se traduisent-elles concrètement dans le quotidien des gens? Eh bien, cette semaine, nous vous offrons un début de réponse en vous présentant le cas d'Anne-Marie Trudel, une mère de famille pour qui les mesures d'austérité ont fait très mal. Anne-Marie, merci beaucoup de nous donner de ton temps. C'est très apprécié dans le cadre de notre émission. Ça fait plaisir. Premièrement, on va te demander juste de te présenter un peu. Moi, j'ai entendu parler de toi avant les fêtes, à peu près au mois de novembre, lors d'une conférence de presse. Oui. Et toi, en gros, c'est que tes enfants, à toi, sont à l'école et ont des difficultés. Et les coupures, donc, t'affectent directement. Oui. Moi, j'ai une petite fille de 10 ans qui a un problème de trouble de déficit d'attention. Et on sait très bien que pour pouvoir avoir les services, il faut avoir un diagnostic. Juste pour avoir le diagnostic au public, c'est quelque chose qui est très long, qui est très pénible. On est déjà rendu en 4e année et cette année, on a failli ne pas avoir le service de la psychoéducatrice à l'école. Alors que c'est un service dont elle bénéficiait déjà, avec lequel elle était habituée, qui fonctionnait. Oui, on a réussi. Écoute, on a passé d'un, je te dirais, peut-être un 40 % en français à un 65 %. Là. On passait pas, on passe. Ça fait toute la différence. Oui. Et là, c'est littéralement un pas de recul dans son cas au niveau des études. Énorme. Puis bon, il va aussi avec la confiance de l'enfant. Tu sais, elle savait qu'à tous les semaines, elle avait quelqu'un qui donnait des trucs de plus. Là, elle se demande, je vais-tu les perdre, ces trucs-là? Je vais-tu être capable de suivre les autres amis dans la classe? Et elle a juste 10 ans, là. Et comment vous avez été amenée à vous intéresser là? Vous êtes présidente du comité de parents secteur primaire. Je te rectifie, je ne suis pas présidente. Moi, je représente l'école Dominique Savio à la commission scolaire au comité de parents. Et je représente l'organisme opère à la commission scolaire. Ah bon, parfait. Oui. Comment c'est venu, ce désir-là de s'impliquer au niveau de l'éducation? Bien, ça a commencé avec le CE de l'école. Je voulais premièrement m'impliquer dans la vie de mes enfants à l'école parce qu'on sait qu'ils passent énormément de temps assis sur un banc de l'école. Après ça, je me suis en allée à la commission scolaire pour savoir comment que ça se passait, la gérance là-bas. Et rendu là, je me suis aperçue que OPER, qui est un organisme pour la persévérance scolaire, pour le décrochage scolaire, il n'y avait pas de représentant en tant que parent. On s'entend que s'il n'y a rien de plus important, c'est les parents qui découvrent, qui vont comment vont leur enfant, s'ils sont sur le bord de décrocher. Quand on parle de première ligne, ça ne peut pas être plus la première ligne. Fait que ça faisait déjà une couple d'années qu'il n'y avait plus de motivation auprès. Et moi, j'ai dit non, ça ne fonctionne pas. Et c'est pas seulement qu'au secondaire qu'on parle de décrochage, on parle au primaire. Tu sais, ma fille là, qui a un trouble de déficit, il y a des matins, ça ne tente pas d'y aller à l'école. Là. Ça va m'en prendre plus que 20 minutes avant de réussir à la convaincre. Fait qu'il faut commencer à prévenir avant de guérir. Et c'est un problème, comme tu dis, qu'on associait énormément à l'adolescence. Mais c'est vrai qu'en m'en parlant avant l'entrevue, j'ai fait, c'est vrai, j'ai jamais entendu parler de décrochage au primaire, mais la source du problème doit nécessairement venir un peu de là. Comme tu dis, quand on est en présence de quelqu'un qui a un trouble de déficit de l'attention, on se sent toujours un peu plus à l'écart. Puis cet écart-là ne fait que s'accentuer, j'imagine, au fur et à mesure, si le problème n'est pas adressé. Puis à l'inverse, ma plus vieille souffre d'anxiété de performance. Aussi pire. Tu sais, elle est en 5e année et il faut toujours qu'elle performe, toujours. Je me demande c'est ce qu'elle va faire dans le secondaire. Là. Si je pense pas aujourd'hui, si je commence pas à lui dire, écoute, là, c'est pas grave si tu as un B ou si tu as un C, là, tu pourras pas toujours avoir des A+, puis des... elle commence à s'isoler, on commence à rentrer dans l'adolescence, on commence à... Mais je suis pas encore au secondaire, là. Je suis encore au primaire. Et là, on voit ça arriver et on sent peut-être qu'on n'a pas les ressources. Dans le futur, on voit que les ressources, et non seulement elles sont pas là, mais en plus, il y a des coupures. Parle des coupures. On parle de coupures. Oui. Et c'est un peu ça où on veut en venir aujourd'hui par rapport à l'austérité dans l'éducation. Et là, c'est... Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là, en tant que parent, en tant que membre de comité de parents? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on voit ça s'en venir et qu'on sait qu'on s'en va dans le mur, finalement? C'est de se mobiliser. C'est de dire au gouvernement, écoutez, nous autres, on est sur le terrain, là. On n'est pas assis en arrière de vos bureaux avec des crayons à faire des calculs, là. Nous, on le vit sur le terrain, là. Y a-t-il quelqu'un qui nous a consultés à quelque part? Y a-t-il quelqu'un qui a demandé aux parents ce qu'ils avaient besoin pour leur enfant?
On fait toujours des suppositions, des suppositions, des suppositions. Maintenant, on leur a donné des choses qui ont fonctionné, qui ont fait des preuves. Puis là, aujourd'hui, on lui dit, ben c'est correct, on les coupe. Mais pourtant, ils ont fait leurs preuves, ça a fonctionné. Avez-vous des exemples de ces programmes-là? Tu sais, je fais juste penser, je pense, Liberté de choisir. Liberté de choisir, l'aide aux devoirs. L'aide aux devoirs. Tu sais, je prends la commission scolaire qui dit qu'ils n'ont pas coupé dans l'aide aux devoirs, que le budget est encore là. Ils ont donné le choix aux écoles. Mais je m'excuse, il y a des écoles que l'aide aux devoirs n'était pas fréquentée ou très peu. Ils ont décidé de prendre ces budgets-là, ils les mettent ailleurs. Mais les 2-3 personnes qui fréquentaient l'aide aux devoirs, là, ils les ont pu, ces aides-là. Peut-être que ces parents-là, là, ils étaient analphabètes. Ils n'étaient pas capables de les aider, leurs parents. Puis on se retrouve qu'ils ont encore le même problème. Ils se retrouvent découragés d'avoir des enfants qui ne peuvent pas faire le devoir. C'est des enfants encore à risque de décrochage. Et c'est ça que je trouve le plus grave, je pense, c'est le fait de retirer quelque chose, le fait de retirer quelque chose qui fonctionne. Oui. Et c'est... la semaine de la persévérance scolaire qui s'en vient, c'est un hasard dans le cadre de notre émission, mais ça donne bien. J'imagine qu'il va y avoir des actions. Oui. J'imagine qu'on Le 14 février, la journée de la Saint-Valentin, on va se présenter dans 9 commerces de la région, à Sainte-Martine, Barnois et Valleyfield, pour distribuer des cartes, pour qu'on puisse inscrire un mot aux jeunes, les distribuer, les démontrer que c'est à l'année, c'est toujours qu'il ne faut pas qu'ils décrochent, qu'on tient à eux autres, qu'on les aime. Tu sais, pas mieux que la journée de la Saint-Valentin pour le dire. C'est un très bon addon, disons. Bien, merci beaucoup, Anne-Marie, d'avoir raconté ton histoire aujourd'hui. Et puis, ça nous donne une bonne base pour parler du sujet du jour. Merci. Merci. On est maintenant avec Pierre Lagrenade, président de la Coalition intersyndicale de Coton 46, président du Café Agora et membre citoyen du comité Au Pair, ainsi que Yves Fontaine, porte-parole d'Au Pair, ex-directeur des études du Collège de Valleyfield, ex-enseignant au Collège de Valleyfield, conseiller pédagogique également, a occupé presque tous les postes finalement au Collège de Valleyfield, donc connaît bien les rouages du milieu collégial principalement. Merci à vous deux également d'être avec nous aujourd'hui. Plaisir. Grand plaisir. Premièrement, juste pour expliquer un peu le fameux comité Au Pair, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente, qui ça représente? Ben, en étant bref, je dirais que ça a issu en 2010, 2009-2010. On est un regroupement d'une douzaine de personnes dans la région qu'on a pensé qu'il serait important d'avoir un soutien communautaire et réorganisé pour soutenir la formation, pour soutenir l'éducation, disons, de telle sorte qu'on est allé faire un voyage au Créval, au Lac-Saint-Jean, pour voir comment ils avaient structuré et organisé leur comité de persévérance. Et à partir de là, on a invité l'ensemble des décideurs du territoire. On a invité une cinquantaine de personnes, les maires de Bois-Noir, de Valleyfield, le CLD, des décideurs de toutes catégories, le Cégep, la commission scolaire, la chambre de commerce, la mutuelle d'attraction. Il y avait à 45 personnes à peu près, il y avait facilement 25-30 organismes présents. Ces gens-là, ensemble, nous ont donné mandat de structurer un organisme en persévérance scolaire. On s'est donné 6 mois, on les a réunis 6 mois après et on leur a présenté un projet de comité de persévérance scolaire qui est devenu les organismes partenaires en réussite éducative et sociale du territoire de Beauharnois-Salaberry. Au Pair. Et ça venait d'où? Ça originait de où, ce besoin-là? C'était en observant l'état des choses en ce moment? L'analyse de base qui a été faite, c'était de constater qu'il se faisait énormément de choses en soutien aux jeunes pour la réussite scolaire. Mais même s'il se faisait plein de choses, les taux, les statistiques, les taux de décrochage, les taux d'échec étaient les mêmes. Ça n'évoluait pas. Et quelqu'un a eu l'intelligence de dire, si tout ce qu'on fait, on le fait et ne donne pas de résultat, peut-être qu'il faudrait faire autrement. Et parmi l'idée de faire autrement, cette idée de se concerter. Donc, notre table est une table de concertation. On s'est dit, au lieu que chacun travaille de son bord, si on savait ce que les autres font et que si on contribuait au projet des autres, probablement qu'on améliorerait notre efficacité. Un exemple, on avait répertorié au tout début, je pense, 54 activités de l'ensemble de nos partenaires, ou 54 activités en persévérance scolaire dans chacun des milieux. Mais quand on a fait notre inventaire, une question qu'on posait, est-ce que vous auriez intérêt à un partenariat avec certains des membres? Bon, mais là-dessus, il y en a au moins la moitié qui ont dit, mais oui, nous, ça améliorerait si on pouvait travailler avec tel organisme membre, etc., etc. Et à partir de là, on a essayé de consolider nos pratiques. Oui. De réunir les têtes ensemble pour... Autrement dit, de toute façon, l'objectif était déjà un peu le même pour tout le monde.
de la persévérance scolaire, alors pourquoi pas mettre les idées en commun? Pourquoi pas le faire ensemble? Ouais. Très bonne idée. La situation actuelle dans la région au niveau de l'éducation, ça ressemble à quoi? Si on peinture un portrait pré-coupure, pré-austérité, ça ressemblait à quoi? Est-ce qu'on pouvait dire qu'on était dans des bonnes dispositions ou c'était déjà un peu laborieux? Si on posait la question à la commission scolaire, on apprendrait que le taux de décrochage a un petit peu diminué. Il y a un facteur un peu positif. Le problème, c'est qu'on part de très loin. Si on était parti à des 80% de taux de diplomation et qu'on avait monté de 2%, ben, on serait les top au Québec. Mais quand on part dans les plus bas et qu'on augmente un petit peu, on n'atteint pas un seuil nécessairement le plus significatif. Je pense que c'était le cas de la région, était parmi se classait parmi les moins bonnes. Il y avait d'énormes difficultés. Effectivement, nos statistiques étaient à l'époque, en tout cas, faibles. Et on avait fait des analyses au début d'Opère pour essayer de démontrer que c'était pareil dans chaque municipalité. Beauharnois, Valleyfield, Sainte-Martine, on avait allé chercher des données pour essayer de mettre en évidence quelle était la situation dans chacune des municipalités. Mais le problème était répandu partout. Et d'où l'intérêt de réunir tout le monde ensemble. On nous présente l'austérité, le gouvernement nous présente le phénomène de l'austérité comme étant quelque chose d'inévitable, comme étant une fatalité. D'autres sont pas d'accord, d'autres prétendent que c'est plutôt une idéologie qu'on essaie d'implanter lentement au Québec, lentement, qu'on a commencé à implanter il y a plusieurs années, mais qu'on continue à développer dans la même veine. Après la pause l'intermède PQ, on poursuit les activités du Parti libéral qui était au pouvoir durant plusieurs années. Selon vous, est-ce que c'est une pensée idéologique? Est-ce que c'est quelque chose... est-ce qu'on doit se serrer la ceinture ou est-ce que c'est de la mauvaise gestion? Premièrement, il faudrait dire que quand on justifie les mesures d'austérité qui sont prises actuellement en disant qu'on a un déficit, il faudrait comprendre qu'un déficit, ça comprend deux colonnes. Une colonne des revenus puis une colonne des dépenses. La seule chose qui est regardée par le gouvernement actuellement, c'est la colonne des dépenses. Il ne regarde pas la colonne des revenus. Et le phénomène qui est observable de façon généralisée, pas juste au Québec, mais dans l'ensemble des pays occidentaux, c'est une augmentation permanente des écarts de revenus entre riches et pauvres. Ça veut très clairement signifier que du côté des gens, des entreprises et des gens qui ont des grosses fortunes, ils ne contribuent pas à leur juste part. Alors, moi, je ne peux pas faire autrement que d'en conclure qu'il s'agit très clairement d'une idéologie néolibérale qui vise à avoir un État minimum. D'ailleurs, l'effet concret des coupures qu'il va y avoir là, et des offres salariales qui ont été faites, etc., quel effet ça va avoir concrètement? Un des effets, entre autres, ça va être de diminuer les revenus de l'État. Avec les augmentations de salaire nulles, ça n'augmentera pas l'impôt du revenu des gens qui vont être touchés par là. Du côté de la TPS, la même chose. Les gens vont avoir moins d'argent pour acheter. À ce moment-là, ça va diminuer les revenus de l'État. Et on va se ramasser au bout de quelques années avec encore moins de revenus, puis là, on va rejustifier des coupures encore. Mais non, c'est clairement une idéologie qui vise à faire... Une idéologie dont probablement certains sont au courant, probablement les Tao, qui est très clair dans ses affaires. Les autres que j'entends du gouvernement, je pense qu'ils ne sont même pas conscients des conséquences de ce que c'est qu'ils sont en train de faire. Et on en a parlé abondamment, là. Il y a des articles qui montrent, on a eu l'exemple assez probant en Grèce des mesures d'austérité qui ont fait littéralement s'écrouler le pays et qui ont causé des problèmes à plus large échelle dans toute l'Union européenne. Tout à fait. En ayant l'exemple concret, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on continue à vouloir pousser le bouchon de l'austérité ici au Québec? C'est peut-être parce que les gens qui contrôlent les gouvernements, la haute finance, etc., ça fait leur affaire que ça marche comme ça, parce que c'est la méthode par laquelle ils réussissent à augmenter leurs revenus et à continuer d'augmenter l'écart entre riches et pauvres à leur profit. C'est M. Warren Buffett qui dit « Oui, on est dans une guerre de classe et on gagne ». C'est une déclaration, une citation littérale de M. Buffett. Je le crois sur parole.
Le 30 janvier dernier, il y avait la première conférence du Café Agora. Pouvez-vous un peu résumer, là, il va y avoir 5 conférences autour de l'austérité qui vont être offertes pour les citoyens ici à Valleyfield et les citoyens de l'extérieur qui sont intéressés à venir. Pouvez-vous expliquer un peu ce projet-là? Ben, depuis une vingtaine d'années, Café Agora organise des conférences sur divers sujets d'intérêt le dimanche matin, dans un contexte bien convivial avec un petit déjeuner servi sur place, une conférence d'1 heure suivie de questions, commentaires de la part des... Mais dans le cas de cette année, on s'est dit que là, il y avait des conditions, un contexte qui faisait que les conférences devaient avoir une orientation particulière autour de la question de l'austérité. Alors, la première conférence, c'était un petit peu, demandait Mme Nicole Dessèves, qui est une personne qui, auprès du syndicat de l'enseignement de Champlain, le CSQ, Centrale des syndicats du Québec, Centrale de professeurs, était nommée pour faire un peu l'analyse de la conjoncture. On lui a demandé de nous faire une conférence là-dessus. Sur comment on peut mettre la table. Comment on voit la conjoncture actuellement, socio-économique, politique au Québec. Et par la suite, ben, on va enfiler avec toute une série de conférences sur la dette. C'est-tu si énervant que ça? Parce que c'est un des arguments qui est employé. Sur la question une question, entre autres, une illustration, entre autres, la fameuse histoire des paradis fiscaux. 133 milliards de dollars échappent à l'impôt du Canada, d'après les études qui ont été faites par M. Alain Deneau. On le reçoit pour qu'il vienne nous présenter. Qui a publié un bouquin avant les fêtes. Voilà, sur un bouquin intitulé Les paradis fiscaux, la filière canadienne. Très complet d'ailleurs. Bizarrement, je croyais que ça allait accrocher beaucoup plus l'imaginaire, frapper beaucoup plus l'imaginaire des gens. On en a parlé à la sortie du livre dans les médias, sauf je croyais qu'elle allait avoir un mouvement un peu plus important, ou du moins les gens semblent avoir réagi très peu. J'ai été un peu déçu en fait. Je pensais que c'était parce que c'est comme vous dites, c'est des milliards de dollars. Est-ce que c'est parce que justement c'est des chiffres qui sont tellement stratosphériques que les gens se figurent pas à quel point c'est important? Il s'agirait de savoir 2 choses quant à moi. Premièrement, de savoir qu'au Québec, il y a un niveau d'alphabétisme de l'ordre de 54%. Plus de la moitié de la population n'est pas en mesure de lire un article de journal et de comprendre ce qui est signifié dans... Alors, les gens prennent leur information où? À Télémétropole, ils ont fait une série pendant je ne sais pas combien de temps qui s'appelait « Le Québec dans le rouge ». C'est à ça qu'a été alimentée l'opinion publique. La raison pour laquelle on s'étonne, en tout cas, c'est que les gens sont rendus convaincus, un bon nombre de personnes, par faute d'information, sont rendus convaincus que la seule hypothèse, c'est de couper dans les dépenses et qu'il n'y a rien à faire pour les revenus. Alors, moi, c'est là que je vois l'explication de pourquoi... À force de se faire répéter que ça va tellement mal... C'est ça. À ce moment-là, les autres informations passent comme quelque chose ce qui a retenu l'attention. C'est toute cette série-là qui a été faite sur le Québec dans le rouge. Je dis, la dette est épouvantable, on s'en va vers la Grèce, on est dans la même situation qu'en Grèce. À ce moment-là, la seule solution, c'est de couper, il faut couper, il faut couper, il faut couper. Or, et il n'y a rien qui a été clairement donné comme information sur la possibilité de pouvoir augmenter les revenus de l'État. Et bon, la question des paradis fiscaux en est une, mais il y en a soit dit en passant, un certain nombre d'autres. Vous savez que, en tout cas, je suis toujours avec l'exemple des médecins, mais parce que, c'est quand même, dans le cas d'un médecin là, qui fait, comme monsieur Barrette, là, qui faisait un revenu de l'ordre de quasiment 1 million de dollars par année comme radiologiste, là, lui, il a possibilité de s'incorporer comme une compagnie. Ce qui fait qu'il se trouve à avoir une proportion d'impôt, un pourcentage d'impôt inférieur à quelqu'un qui paye, qui est salarié. Ben, c'est une honte. C'est une honte d'imaginer une affaire comme ça. Si on ne va pas chercher l'argent, où est-ce que c'est qu'il y en a? C'est pas un problème qu'il n'y a pas d'argent, ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y en a de l'argent. Le problème, c'est qu'il faut aller la chercher où elle est.
Et ça prend un gouvernement qui est capable et qui a la volonté d'aller chercher cet argent-là. Oui. En éducation, concrètement, là, les mesures d'austérité qui sont annoncées, les coupures en éducation, quelles sont-elles? On aborde un peu, on parle beaucoup des programmes un peu périphériques, les programmes d'aide aux étudiants en difficulté. On commence par là. Est-ce que c'est uniquement ça dont on craint la disparition ou est-ce qu'on s'attend à ce qu'il y ait d'autres coupures encore? Bon, il va y avoir tout le brouhaha au niveau du changement de structure avec la fusion des commissions scolaires. Mais la question pour moi, parce que là on parle de coupure, mais ce qu'il faudrait parler, nos enfants, là, c'est l'avenir de la société québécoise. S'il y avait, admettons qu'il y aurait possibilité d'avoir des coupures, que ça serait quelque chose de justifié. S'il y a une place où il ne faut pas en faire, mais non seulement qu'il ne faut pas en faire, mais où il faut investir, c'est dans l'éducation. Comment est-ce que c'est que ce gouvernement-là est en train de préparer l'avenir du Québec au moment où 54,6% de la population est analphabète et où une étude très claire dont j'ai la référence démontrait que dans la catégorie des 16-25 ans, c'est là où on augmente le plus le nombre d'analphabètes. Pas parmi les plus vieux, c'est parmi les plus jeunes que ça augmente. Alors, il y a vraiment un problème. Il y a un problème, en tout cas. Il me semble qu'un gouvernement veut se poser la question où je m'en vais, dans quelle direction je vais amener le Québec. C'est là qu'il faudrait investir. Il ne faudrait pas parler de coupure dans le domaine de l'éducation, il faudrait parler d'investissement et travailler à résoudre ce problème-là. Et en plus, tout ça arrive au moment où on découvre qu'on a les résultats de la fameuse réforme dont on a parlé abondamment, qui a déplu énormément aux professeurs. Et là, ben, forcé d'admettre qu'ils avaient raison de craindre cette réforme-là parce que les résultats ne sont pas au rendez-vous et c'est un peu une conséquence de cette réforme-là, le fait que les jeunes, parce ça fait 15 ans cette réforme-là environ, alors on est directement, ces jeunes-là de la réforme sont des adolescents, sont des jeunes adultes et c'est eux qui souffrent. Ce sont ceux dont il parlait. Là. Voilà. Oui. Mais il y a au moins deux grands niveaux, à mon avis, de préoccupation par rapport aux coupures. Il y a les coupures factuelles. On peut mesurer, on peut pondérer. On se souvient, à un moment donné, le gouvernement avait dit les livres, on n'a plus besoin des livres dans les écoles, on va couper les budgets des livres. Bon, ça n'a pas duré longtemps, il y a eu une protestation, c'est revenu. Mais ça, c'est du palpable, c'est du concret. Il y a eu l'autre, il y en a eu combien? Il y en a eu tellement. Mais ce qu'on appelait les ballons d'essai. Ben oui, c'est bien ça. Mais ce que je pense, c'est qu'au-delà du palpable, du concret qu'on est capable d'identifier, c'est l'espèce de climat que ça provoque aussi par en dedans. Les profs qui ont eu à se battre ou qui ont eu à faire la démonstration auprès des parents et ailleurs que les livres sont importants, qu'on ne combattra pas l'analphabétisme en éliminant les livres. Tu sais, c'est un non-sens. Mais quand ça fait 15 ans que tu te bats... c'est vraiment un non-sens. Quand ça fait 15 ans que tu te bats sur des dynamiques comme celle-là, à un moment donné, il y a une forme de démobilisation, il y a une forme de désorganisation très vicieuse par en dedans qui fait en sorte que la capacité d'être un professionnel des plus adéquats, et à un moment donné, il y a une résistance là, qui, à mon avis, s'effrite. Et ça, c'est du long terme, puis c'est pas pondérable, c'est pas quantifiable, mais c'est une qualité de travail qui, à mon avis, a des répercussions. On le sait, la réforme a eu des batailles énormes là, pour l'implantation de la réforme. Ça a eu des répercussions jusqu'à aujourd'hui. Puis le phénomène des coupures de l'austérité d'aujourd'hui, je pense qu'il ne va faire qu'aggraver tout ça. Les jeunes profs qu'on a de la misère à regarder en emploi aujourd'hui sont des gens qui se préoccupent de ceux qui vont les remplacer, mais ceux qui sont à l'université actuellement, ils se disent pas trop sûr que je vais aller enseigner. Les conditions de vie des enseignants, ça n'a pas de sens. C'est un peu comme le milieu de la santé aussi. Hein? Combien de professionnels de santé constatent que finalement, c'est vraiment alléchant d'aller travailler dans ce domaine, dans ce milieu-là? Est-ce qu'on va se réaliser professionnellement? Bien, le phénomène des coupures, à mon avis, là, il crée un climat très négatif par en dessous. Bien, aussi, le phénomène des professeurs qui ne restent pas professeurs très longtemps. Là, il y a beaucoup, de ma génération, dans mon entourage, il y a beaucoup de gens qui ont commencé leur carrière en tant que professeurs et qui ont dévié ensuite pour aller soit enseigner autre chose ou soit aller dans une institution privée ou quoi que ce soit. Je pense que ça aussi, ça se traduit de cette façon-là aussi. Oui, puis ça donne une dynamique qui fait en sorte que, pour les gestionnaires de l'éducation, on insiste tellement sur la dimension de la colonne des chiffres
qu'on laisse tomber les descriptifs qui devraient être en lien avec ça, qui sont, eux, de l'ordre de la qualité de ce que l'on fait, de ce vers quoi on se développe, vers quoi on s'en va. Et tu allais dire, les mesures actuelles de coupure, là, veut dire, ce qu'ils vont faire, dans le concret, ça va toucher particulièrement les élèves qui sont en difficulté. Là, il a été dit qu'ils voulaient augmenter le nombre d'élèves par classe, etc. Alors, l'allure générale qu'on va prendre les choses et l'exemple que donnait Anne-Marie est à l'effet que c'est les plus vulnérables, ceux qui ont plus de difficultés qui vont être touchés. Tout ce que c'est que ça va faire, ça va augmenter le nombre d'analphabètes au Québec. Je veux dire, franchement, je veux dire, où c'est que ce gouvernement-là veut nous amener, je ne comprends pas. Ça, on a du mal à saisir les objectifs, où on veut en venir avec tout ça. Là, on est en contexte d'un gouvernement majoritaire qui, visiblement, est décidé à aller de l'avant. À ce moment-là, les ressources politiques sont limitées puisque sont majoritaires, mais c'est 24 de la population, en réalité, qui a voté pour eux. C'est important de le mentionner. À ce moment-là, quand on n'a pas de recours politique, qu'est-ce qu'on peut faire? Je repose un peu la même question que j'ai posée à Anne-Marie. Vous, en tant que comité au pair, en tant que Café Agora, qu'est-ce qu'on fait? On se mobilise, on invite les gens, on informe les gens, on éduque? Des émissions comme la vôtre et d'autres, il faut réussir à informer les gens des conséquences concrètes. Je pense que les gens ne sont pas clairement informés des conséquences des mesures d'austérité qui sont en cours présentement. De l'autre côté, on continue à bagarrer avec Au Pair, le 14 février, comme disait Anne-Marie, on va aller encourager les parents demander aux parents d'encourager leurs enfants à poursuivre leurs études le plus longtemps possible. On va continuer ces efforts-là, malgré ce que le gouvernement nous met dans les pattes. Mais on va continuer à faire ces efforts-là. Mais l'aspect le plus important, quant à moi, c'est que les gens soient mieux informés des conséquences des mesures qui sont en cours actuellement et parce que c'est ça qui fera changer le gouvernement. Le gouvernement, suite à toute la propagande qu'il y a eu, est en mesure, il compte, là, et l'opinion publique est pas tout à fait claire sur la question. Hein, c'est très partagé. Ce qu'il faut, c'est que les gens comprennent que ce que c'est qu'on est en train de faire, c'est de faire reculer le Québec. On a fait la Révolution tranquille pour améliorer le niveau d'éducation des gens, puis là, on est en train de le faire reculer. Il faut que les gens comprennent ça. Ça m'amène à parler un peu du phénomène, je l'ai vu un peu du sujet, mais il y a un phénomène de polarisation aussi dans à peu près tous les sujets. Et c'est, au Québec, dans les dernières années, je crois remarquer que les sujets divisent vraiment la population et le rapprochement entre les deux partis est souvent très difficile. Dans les prochaines années, il faudra à un moment donné apprendre à se parler, apprendre à trouver des terrains d'entente, apprendre à trouver des compromis. Mais j'ai l'impression que la tendance est inversée. Oui, mais c'est un phénomène normal. Il y a longtemps que j'ai compris, moi, que quand des gens sont dans un domaine donné, ils ont besoin de voir leur territoire dont ils s'occupent, dont ils sont en charge, le voir comme étant respecté, comme étant ayant sa place, reconnu comme ayant sa place. Dès l'instant qu'on les remet en question, on les met en cause, ils sont moins enclins à prendre contact avec les autres, moins enclins au dialogue, à la concertation. Le phénomène qu'on est en train de créer, c'est on attaque tout le monde de toutes parts, et de telle sorte qu'on les déstabilise. La perspective, leur capacité de créer ou de construire ensemble, puis de développer collectivement ou en concertation, on les agresse à ce niveau-là. Même au pair, j'oserais dire, moi, que quand on a des représentants de la commission scolaire, du collège, de l'établissement, mais quand le CLD, quand la commission scolaire, quand le cégep, quand la santé sont tous en des préoccupations budgétaires extrêmes, ils sont un peu moins présents actuellement au pair. Ils ont d'autres priorités, celle de dire on a notre intériorité, notre organisation interne à s'occuper, à prendre charge. C'est plate parce que une table de concertation comme la nôtre est un lieu justement pour essayer de trouver des solutions à ces problèmes-là. Mais actuellement, là, on a de la misère à les contacter, à être en lien avec eux autres. Ils sont trop préoccupés sur ses propres problèmes. Oui, puis ils ont leur propre défense à s'assurer. C'est un phénomène grave qui se passe. Oui. C'est assez inquiétant. J'ai du mal, au moment où on se parle, à voir cette tendance-là s'inverser. Justement, on parlait des médias qui
qui appuie beaucoup sur d'une part ou d'autre, justement, on va soit alarmer la population en disant que tout va mal, ou on va exposer dans les publications plus de gauche, on peut des fois minimiser les impacts. On a parlé rapidement des fusions des commissions scolaires. Ce dossier-là, vous en pensez quoi? On sait que c'est pas bien vu. En tout cas, du point de vue des commissions scolaires en tant que telles, on sent que c'est un recul. Moi, j'en connais trop peu parce que je suis du milieu collégial. La seule chose que je sais, pour l'avoir lu dans le journal il y a déjà quelques mois, il y a déjà eu une réorganisation des commissions scolaires qui était censée être une manière de faire en sorte que ça coûte moins cher. Elle a coûté 70 millions, cette réorganisation-là. Donc, elle n'a pas été rentable. Est-ce que celle qu'on envisage aujourd'hui va être aussi rentable que celle qui ne l'a pas été? J'en sais rien, mais je serais plutôt inquiet. On a des inquiétudes à ce niveau-là. Brasser des structures dans le domaine de l'éducation et dans le domaine de la santé, ça a donné le même résultat. Il n'y a pas eu d'économie et il y a eu augmentation de la bureaucratie. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est que... Et là, on recommence et en éducation et en santé à faire le même principe. Puis ce que c'est que font des brassages de structures comme ça, c'est que tout le monde est déstabilisé, tout le monde marche au neutre pendant un bon bout de temps. Le monde se décourage. En tout cas, en tout cas moi, moi non plus, je ne sais pas exactement là, si c'est justifié ou pas, mais sur la base des expériences passées, les brassages de structure n'ont pas donné grand-chose. Et quand on se met à additionner le brassage de structure en éducation, le brassage de structure en santé, le brassage de structure au niveau des régions, le paysage au Québec est en train véritablement de changer. Oui. Puis le phénomène que je trouve étrange, je vais juste donner une illustration. Quand quelqu'un cherche un emploi, se trouve une job, rentre dans un milieu qu'il ne connaît pas ou peu, vient d'être engagé, s'il rentre dans cette entreprise-là et il se met à tout changer, sans même savoir ce qui se fait, sans même comprendre ce qui se fait, on va trouver qu'il n'y a pas d'allure et souvent on va chercher à le rejeter. On a un ministre de l'Éducation qui ne connaît rien en éducation, on a un ministre de la Santé qui s'y connaît tellement, qu'il a été un porte-parole justement des spécialistes et on se demande où est-ce qu'il loge, comme tu le nommais tantôt avec toute la question de la structure des revenus, etc. On sait, bon, ces gens-là sont en train de révolutionner l'environnement qu'ils devraient, moi je dirais, gérer, mais pas en respectant ce qui se fait et en essayant de développer mieux ce qui se fait, en détruisant, en faisant table rase de ce qui se pratique. Et tout ça après peu de temps, relativement peu de temps, à arriver en poste. Ça, c'est la stratégie des gouvernements. Ils veulent se faire oublier à l'approche des élections, puis ils font leur mauvais coup au début. C'est bien connu. C'est un grand classique. C'est bien connu, en effet. Et là, comme on va le voir au fédéral dans les prochains mois, les promesses vont pleuvoir. Oui, ça a commencé. Les cadeaux arrivent. Ben voilà, je ne sais pas s'il y avait quelque chose à rajouter de votre côté. C'est juste merci. Ben merci à vous. Vraiment, je pense qu'on a fait un bon bout de chemin dans ce sujet-là qui est on en parle beaucoup, mais on vide rarement la question. Merci de faire ça aujourd'hui. Merci bien. Avec le vice-président du syndicat Champlain, section Salaberry, Dominique Hébert, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Premièrement, question assez générique, d'expliquer qu'est-ce que c'est le syndicat Champlain, ça représente quoi et qui? Oui. Bien, le syndicat de Champlain, tout d'abord, il faut comprendre que c'est un syndicat multicatégoriel. Donc, c'est un syndicat qui regroupe 10 000 membres, 3 sections d'enseignants et 2 sections de soutien. De là, le nom multicatégoriel. Et nous, ici, la section Salaberry regroupe 1000 enseignants. Et vous, en tant que vice-président, vous trouvez à chapeauter... Dossier pédagogique, la négociation et les différents comités à la commission scolaire. Donc, le sujet d'aujourd'hui vous interpelle également. Vous avez, à l'intérieur du syndicat, le personnel enseignant, comment ça se passe? C'est quoi le pouls de ce côté-là avec l'annonce des coupures? J'imagine qu'on est dans un climat un peu d'incertitude encore puisque tout n'est pas coulé dans le béton. Mais est-ce que le moral est bon? Le moral est bon, mais on peut comprendre qu'avec un déficit aussi élevé à la commission scolaire de la Vallée des Tisserands, ça cause beaucoup d'incertitudes dans les milieux quand même. On voit aussi les résultats de ces coupes-là à tous les jours. Souvent, sont présentes, on les voit aussi à différents niveaux. Qu'on parle au niveau de l'aide aux devoirs. Donc ça, c'est du concret. L'aide aux devoirs, Agir autrement et École en forme et en santé ont subi une coupe de 33 %.
33 de ces enveloppes-là ont été amputées en partant à la commission scolaire. Le 67 qui reste a été distribué dans les écoles. Et là, ce qu'on demandait aux écoles, aux enseignants, aux directions, aux membres, c'était de faire un choix. Dans quoi investir dans ces 3 opportunités-là? Vous comprendrez que nos membres n'ont pas voulu se positionner dans le sens de dire est-ce qu'on coupe un bras, une jambe, une main? On a laissé le choix aux directions de se positionner. Et c'est ce qui fait que dans des milieux, bien, les directions ont choisi de couper l'aide aux devoirs ou de réduire l'aide aux devoirs. Ça, c'est un premier élément. C'est généralement vers ça qu'on s'est dirigé, je pense. Oui. De ce que j'en ai lu, du moins dans l'ensemble, c'est pas mal ces programmes-là qui écopent en premier. Oui, ça en a un qui a beaucoup écopé. Et bien, l'aide aux devoirs, qu'est-ce que ça faisait, ça, à l'école? Bien, ça aidait les élèves en difficulté qui, des fois, bien, à la maison, avaient plus ou moins de support. Donc, on identifiait des élèves et ça se passait souvent à l'heure du dîner. 30 minutes à l'heure du dîner, l'enfant pouvait aller là pour faire ses devoirs, avancer ses devoirs et aussi avoir le service d'un adulte pour l'aider un peu à cheminer là-dedans. Donc, on parle d'élèves en difficulté, donc c'est une façon de les aider dans leur réussite qui, bien, on a enlevé. Si on y va du côté de agir autrement, bien, comme son nom l'indique, c'est agir d'une façon différente avec ces élèves-là, encore une fois, qui sont en difficulté. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est des opportunités pédagogiques, leur donner un petit coup de pouce additionnel pour les aider à cheminer. Et dans les milieux, ça pouvait prendre différentes formes. Ça pouvait être travailler la conscience phonologique. Ça pouvait être aussi du développement au niveau des stratégies en écriture, en lecture et aussi en mathématiques. Donc, c'était vraiment le petit coup de pouce qu'on pouvait leur donner pour les aider vraiment là, dans leur réussite à chaque jour. En trouvant d'autres façons peut-être d'amener l'information, d'arriver au même point final, mais finalement passant par peut-être d'autres... Oui, puis c'est vraiment en ajoutant un petit extra pour ces jeunes-là. Donc, Okay. vraiment pour les accompagner. Donc, selon les choix qui ont été faits dans les écoles, encore une fois, peut-être été abolis complètement ou les sommes ont été déplacées vers l'une ou l'autre des 3 mesures que je vous mentionnais au début. Finalement, école en forme et en santé ou du côté secondaire qu'on appelle l'école active. Mais là, ce qu'on proposait là-dedans, c'est très simple, c'est des activités sportives. Donc, aider ces jeunes-là à persévérer à l'école en les motivant à venir à l'école pour participer à des activités sportives qui pouvaient prendre différentes formes. Des équipes de mini-basket, des tournois de soccer et plein d'autres activités sportives comme ça. Donc, c'était vraiment un plus aussi. C'était du parascolaire ce qui se faisait dans les écoles. Et on sait, ça fait ses preuves, le parascolaire, ça tient les jeunes à l'école. Ben oui, ça raccroche tient, les gens, ça c'est évident. Vraiment, juste, on parle du secondaire, mais c'est vrai au primaire, c'est vrai au secondaire, c'est vrai au collégial également. Je me souviens avoir vécu plusieurs situations de gens qui disaient « Bon, ben, moi, je suis au collège parce que je fais telle activité, je fais du sport ou je fais de l'improvisation ou quoi que ce soit. » C'est des programmes qui affectent directement le décrochage scolaire dans lesquels on est en train de jouer. Oui, puis ça raccroche les jeunes du fait que l'école, la matière, des fois, pour eux, ça peut être un peu plus lourd. Donc, en ayant le volet sportif aussi à l'école, du côté parascolaire, bien ça les motivait à poursuivre leurs études, à venir à l'école, à être motivés. Il y a aussi de plus en plus, les études tendent à démontrer que les garçons ont plus de tendance à décrocher que les filles et que justement, le sport pourrait être une bonne mesure pour ramener les garçons à l'école. Tout à fait, exactement. On a vu les mêmes études. Et... quand on parle de coupure dans ces programmes-là, ça va affecter, oui, les élèves, mais il y a également, j'imagine, des postes qui sont touchés par ça. J'imagine que si quelqu'un est responsable de telle ou telle activité, il y a des pertes d'emploi aussi à relier à ça. Exactement. Il y avait des personnes qui étaient engagées. On parle aussi d'autres corps d'emploi qu'il y a des enseignants, qu'il y a des enseignantes. Mais oui, il y a eu coupure au niveau là, de l'engagement de ces personnes-là. Est-ce qu'on a déjà des conséquences concrètes? Est-ce qu'il y a déjà des gens qui, à votre connaissance, ont perdu leur emploi directement? Oui, ça se voit dans les milieux, là, les gens qui faisaient l'aide aux devoirs, en particulier à l'heure du dîner. Quelquefois, on pouvait voir des enseignants de l'école donner l'aide aux devoirs aussi au dîner, mais c'était aussi des gens qui étaient engagés. Des fois, peut-être une surveillante du dîner qui pouvait venir ou d'autres corps d'emploi. Mais oui, ces personnes-là, si on a fait le choix dans cette école-là de réduire l'aide aux devoirs, bien, c'est évident que ces gens-là ont perdu leur emploi, ou du moins un pourcentage de leur tâche qu'ils consacraient à l'aide aux devoirs. Et qu'est-ce que ça implique pour le syndicat Champlain, les prochaines coupures? Comment on réorganise, comment on gère nos membres dans ce contexte-là? On parle beaucoup des élèves, hein, la réussite des élèves, mais les coupures affectent aussi ce qui se passe dans la vie de tous les jours des enseignants.
Il y a un point important, on parle d'insertion professionnelle. Le MELS donne une enveloppe aux commissions scolaires pour faire de l'insertion professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire, l'insertion professionnelle? Souvent, ça se traduit par du mentorat. Donc, un enseignant un peu plus expérimenté accompagne un jeune prof qui arrive. Donc, pour faciliter son intégration dans l'école, dans le milieu de l'éducation. Donc, l'insertion professionnelle est un must. Donc, nous, ici, à la Vallée des Tisserands, on avait 20 000 $ et le choix de la commission scolaire, ça a été de le mettre sur le déficit. Ce qui veut dire que l'enveloppe qui était dédiée pour l'insertion professionnelle n'existe plus. Est-ce qu'il y aura quand même de l'insertion professionnelle qui va se faire? Oui. On est professionnel. C'est sûr que des enseignants plus expérimentés vont prendre sur leur aile de plus jeunes pour les aider à cheminer. Mais encore une fois, ça va être un alourdissement de notre tâche parce qu'on va le faire bénévolement, ça. Et on a beaucoup joué sur cet élastique-là. On fait ça beaucoup avec les professions qu'on dit de vocation, l'enseignement. Beaucoup, on dirait qu'au niveau du gouvernement, on semble toujours penser « Ah, ça va se faire de toute façon parce que c'est des gens de cœur, c'est des gens qui veulent. » Sauf qu'à un moment donné, il y a une limite à étirer cet élastique-là. Tout à fait. Ça, c'est un point très important. Les enseignants ont toujours fait du bénévolat et du côté du gouvernement, on prend ça pour un acquis. Et donc, la petite tape sur l'épaule de dire « Merci de tenir l'école à bout de bras, le système d'éducation à bout de bras, il n'est pas là parce que maintenant, c'est un acquis. » Faire du bénévolat pour un enseignant ou une enseignante, ça fait presque partie de sa tâche. On a oublié que c'était une charge de plus qu'on prenait sur ses épaules. On fait la même chose avec les infirmières aussi. De toute façon, je pense que c'est une attitude assez généralisée. Un autre exemple de coupure, on parle budget de classe. Laisser à la discrétion de la direction. Donc, peut donner à la classe un budget de 100, 150, 200, 250 $. Ce budget-là sert à acheter des crayons, des gommes effacées, des bâtonnets de colle, des ciseaux, parce que durant l'année, vous comprendrez que les enfants perdent leur matériel. Je me souviens, ça m'est arrivé. Beaucoup d'écoles qui sont dans des milieux défavorisés, donc plusieurs enfants qui arrivent à l'école qui n'ont pas le matériel requis pour commencer leur journée d'école. Donc, l'enseignant, l'enseignante, grâce à ce budget-là, va pouvoir alimenter, fournir ce matériel-là aux élèves, et aussi pour l'achat de matériel d'art plastique, pour réaliser des projets, parce que c'est une des matières enseignées au primaire, d'avoir du matériel d'art plastique, mais aussi au secondaire. Ce qui arrive, c'est qu'on a réduit ces budgets-là dans certaines écoles. Ce qui veut dire que quand on arrive au temps des fêtes, le budget est épuisé dans certaines classes. Et là, vous comprendrez qu'avec tout le professionnalisme qui nous anime, pensez-vous que pour le restant de l'année scolaire, on va dire à l'élève « Ah, tu n'as pas de crayon, tant pis, tu n'emprunteras un ami ou tu attendras. » Ben non, on va le fournir. Et on parle aussi de récompense. Hein? La stimulation, donc les systèmes d'émulation, les systèmes de discipline qu'on a en classe, bien, viennent avec des privilèges. Des privilèges souvent qui ne coûtent rien, donc du temps à l'ordinateur, venir dîner avec moi, des choses comme ça. Mais il y a aussi des récompenses au point de vue monétaire, de dire j'achète des petits objets du magasin du dollar que je peux donner aux enfants après accumulation de points. Donc, ça dépend d'un système à l'autre. Ce qui est une bonne motivation pour tous les jeunes. Exactement. Mais là, le budget étant épuisé, ben, les enseignants fouillent dans leur poche. Et ça me fait penser, j'ai un ami enseignant qui me racontait dans une école à Montréal qu'il il avait passé de cadenas pour tout le monde pour les casiers. Et les premiers qui ont été coupés, c'est les élèves en difficulté. Les seuls qui trimbalaient tout leur stock pendant une partie de l'automne, c'était les jeunes qui avaient dans les classes spéciales en difficulté. C'est souvent là qu'on a le réflexe de couper aussi. C'est souvent par là qu'on passe. On va prendre ce qui va déjà mal en se disant probablement que de toute façon, ça va mal et on... Oui, exactement, je suis d'accord. Et fait nouveau cette année, on parle de réduction de déneigement des cours d'école. On se souvient, quand on était un peu plus jeune, le roi, la reine de la montagne, mais ça n'existe plus parce qu'on déneige seulement la zone de feu, une zone sécuritaire qui correspond à peu près à 15 mètres. Ce qui veut dire que le restant de la cour d'école n'est pas déneigé. Ce que ça peut occasionner, des accidents pour les jeunes, parce que selon la neige, la glace, mais aussi pour notre personnel. Parce que vous comprendrez que les enseignants et les enseignantes qui surveillent, parce que c'est dans notre tâche de surveiller les élèves à la récréation ou le matin avant le début des cours, ne peuvent pas rester seulement dans la zone de 15 mètres. Il y a des interventions à faire. Il y a une bataille au fond de la cour, donc on doit aller intervenir. Il y a un élève qui s'est blessé dans les modules, donc il faut intervenir.
Donc, dangereux pour les enfants, mais dangereux pour nos membres. Il faut penser aussi que nous avons des enseignantes qui sont enceintes. Donc, risque majeur pour eux aussi. Donc ça, nouvelle pratique, réduction du déneigement sur la cour d'école. Je n'étais pas au courant de ce volet-là. Là. On a aussi on affecte aussi la sécurité, finalement. Oui. Pas juste l'éducation. On parle de services. Il y a des services qui sont budgétés selon la clientèle, selon les élèves identifiés. Mais en cours d'année, là, il y a de nouvelles identifications qui se font d'élèves. Et il y a aussi de nouveaux élèves qui peuvent arriver de d'autres milieux. Donc, il faut leur offrir un service. Souvent, difficile d'avoir un ajout de service en cours d'année. S'il a été budgété en début d'année, ben oui, ça se poursuit. Mais si on parle en janvier que ça pourrait être intéressant d'avoir un service de technicienne en éducation spécialisée additionnel dans l'école, on risque de se faire refuser parce que le cadre budgétaire est tellement serré dans une conjoncture économique. Effectivement, j'imagine que les gens ne se laissent aucune marge de manœuvre. Ils exploitent. Déjà qu'on se dit qu'il n'y en a pas assez, tout le budget est exploité, j'imagine. Exactement. Donc, il faut vraiment des conditions extrêmes pour réussir à avoir un ajout de service en cours d'année. Une autre des mesures dont on a entendu parler, c'est l'augmentation du nombre d'élèves par classe. Ça fait beaucoup réagir les professeurs. Moi, il me semble que depuis que je suis tout jeune, que j'entends qu'il y a déjà trop d'élèves dans les classes. Et là, on parle d'augmenter le nombre d'élèves dans les classes. Ça non plus, ça ne doit pas être quelque chose qui plaît aux enseignants en général? Non, pas du tout. Et ce qu'on peut voir, ce qu'on peut comprendre, c'est la pierre angulaire de la prochaine négo du côté de la partie patronale. Notre convention collective vient à échéance le 31 mars 2015. Et déjà, on a eu le dépôt patronal qui nous a été présenté le 16 décembre 2014. Donc, ce qu'on voit là-dedans, c'est oui, il y a des éléments qui permettront au gouvernement de faire encore des économies. On parlait des ratios. Donc, du côté patronal, on veut augmenter le nombre d'élèves en classe. Et là, on parle du deuxième cycle, troisième, quatrième année, et du troisième cycle, cinquième, sixième année. Secondaire 1, avec ça, secondaire 2. Nous, ce qu'on avait demandé à la dernière négociation, en 2010, c'était de réduire les ratios parce qu'on s'appuyait sur la recherche qui, dans plusieurs pays, dont la Finlande, que moins il y a d'élèves en classe, plus on favorise la réussite des élèves. Puis, l'équation est très simple. Moins il y a d'élèves dans une classe, plus de temps l'enseignant, l'enseignante va avoir à consacrer à chacun d'eux. Si on fait l'effet inverse, bien, on se rendra compte qu'il va y avoir un peu moins de temps pour chacun. Donc, la logique, là, est très simple. Et c'est appuyé sur la recherche. Deuxième élément, on parle d'abolir la pondération a priori. La pondération a priori, ce que ça veut dire, c'est qu'en début d'année, quand on fait la formation des groupes, on regarde les élèves qui sont codés, qui ont un code spécial, selon leur handicap, selon leur problématique. Ce que ça fait, c'est que dans une classe, exemple au primaire, dans un milieu défavorisé, le maximum est 20 élèves. Je peux avoir en classe 17 élèves physiquement, mais ça compte pour 20. Donc, si on enlève la pondération a priori, ce qui veut dire qu'un élève, peu importe son handicap ou son trouble, compterait pour 1. Et vous comprendrez que ces élèves-là ont besoin de services, ont besoin d'une aide additionnelle. Donc, si on compte cet élève-là pour 1, bien, on arrive très vite vers des dépassements. Bien, je reprends l'exemple de le même ami enseignant dont je parlais un peu plus tôt, qui s'est retrouvé à son école où ils ont fermé carrément un programme où il y avait un programme de 10 étudiants qui avaient des difficultés, de lourdes difficultés. Ce programme-là a été fermé et ces élèves-là ont été redistribués dans les classes. Et là, tous les enseignants ont dit que ça affecte tout le monde. On arrive avec une classe de 30 où il n'y avait pas d'élèves à problème ou du moins pas des problèmes aussi lourds. Et là, on intègre quelqu'un dans une classe qui n'est pas faite pour ça et que non seulement ça, mais l'enseignant non plus n'a pas toutes les qualifications pour traiter ces étudiants-là. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit ici dans la région? Oui, c'est quelque chose qu'on vit. On appelle ça de l'intégration. Okay? Il y a du bon et il y a des choses, des défis aussi à travailler au niveau de l'intégration. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si on enlève les codes des élèves, parce que le code
vient aussi avec du service. Donc, si on se retrouve avec tous des élèves qui ont un portrait d'élèves régulier, bien à ce moment-là, pour avoir du service, vous comprendrez que ça va être beaucoup plus difficile. Donc, une autre économie du côté du gouvernement en offrant moins de services parce que tous les élèves vont être de type régulier et vont être intégrés dans une classe régulière. Donc, encore une économie là. Alors, tout devient plus compliqué pour les enseignants, pour les directions aussi. Ça se fait sur plusieurs paliers. Et on a entendu souvent l'argument du gouvernement qui pèle au niveau de la commission scolaire, qui repèle au niveau des directions, qui repèle au niveau des enseignants. Sauf que cette chaîne-là arrive à l'extrémité de cette chaîne-là, il y a l'enfant toujours. Et le problème, ultimement, va se retrouver entre les mains de l'enfant qui ne peut pas rien faire. Exactement. Puis, on parlait aussi du côté informatique. On sait que du côté informatique, ça stimule les jeunes, là, les tableaux interactifs que nous avons dans les classes, là, qui étaient un ajout. Le problème qu'on a présentement, c'est qu'on a coupé l'argent investi pour la formation en lien avec les tableaux interactifs. Ce qui veut dire que moi, aujourd'hui, j'ai un tableau interactif qui arrive dans ma classe, je ne sais pas comment l'utiliser, je ne sais pas comment maximiser son utilisation, et à ce moment-là, deux options. Je ne l'utilise pas, ce qui n'est pas très professionnel, ou deuxième chose, je demande à des collègues de venir me donner un coup de main. Encore une fois, on parle d'extra, on parle de bénévolat, et oui, les enseignants sont professionnels, il y a des collègues qui vont me donner un petit coup de main. Sauf que la formation, pour m'aider, ben, on vient de l'éliminer à ce moment-là. Alors, de ce que je comprends, il y a un volet aussi de mauvaise organisation, de courte vision. On achète on se prémunit justement de tableaux électroniques, mais on est incapable d'avoir la présence d'esprit de se dire oui, sauf qu'il faut quelqu'un pour les faire fonctionner. Au-delà de voir à court terme, c'est plutôt de tenter pour la commission scolaire, et je ne veux pas défendre les commissions scolaires, mais c'est évident qu'elles regardent où elles peuvent aller chercher de l'argent. Donc, où couper sans trop affecter le service aux élèves. Et ce qui est véhiculé présentement du côté du ministre Bolduc, c'est la demande aux commissions scolaires de couper dans le gras. Eux autres, le gras, c'est la structure administrative. Et c'est ce qui est véhiculé dans la population. Faites un ménage dans votre structure administrative, puis après ça, on verra. C'est à la mode, ça, de dire faisons le ménage, mais est-ce qu'il y a tant de gras que ça? Bien, pour établir les faits, là, 80% des dépenses d'une commission scolaire sont en lien avec le salaire de ses employés, les enseignants, personnel de soutien et les autres corps d'emploi. Il y a un 5%, on parlait de gras, là, mais c'est ce 5%-là qui parle de la structure administrative. Donc, les dépenses touchent 5%. Ce qui reste, c'est le 15% qui va avec les services aux élèves, ainsi de suite. Mais là, c'est faux de dire qu'on coupe seulement dans le gras de la structure administrative. On est rendu aussi, et je vous ai montré des exemples durant la conversation, que ça affecte aussi maintenant l'appui à la réussite des élèves. Alors, on a atteint la fondation... Exactement. Et ça, je ne suis pas sûr que du côté de la population, c'est aussi clair que ça. Puis ça, c'est des choses... au niveau de la population en général, c'est peut-être des choses dont on va se rendre compte trop tard, plus tard finalement. On n'est pas encore au courant, on n'est pas au fait de tout ce qui va se passer. On peut se douter qu'il va se passer des coupures comme ça. Une donnée importante, depuis 2010, au Québec, on a coupé 800 millions en éducation. Comment ça s'est traduit, nous, ici, à la Commission scolaire de la Vallée des Tisserands? On parle de 4 millions de coupures. Juste de poursuivre les investissements en éducation, déjà là, on pourrait dire c'est une demi-victoire. Mais c'est sûr qu'on s'entend qu'au Québec, présentement, il y a une gestion comptable qui se fait de l'éducation et que l'éducation, pour reprendre les propos des politiciens, n'est vraiment pas une première priorité. Donc, il faut un investissement majeur. Et on regarde partout dans le monde qui se fait, les pays émergents, dans quoi ils investissent le plus? Dans l'éducation pour s'en sortir. Nous, ce qu'on fait au Québec, on coupe, on coupe, on coupe. C'est vraiment inacceptable. Et avez-vous des sons de cloche de la part du gouvernement libéral? Est-ce que vous avez des discussions avec certaines personnes en lien avec le gouvernement? Est-ce qu'ils expliquent le pourquoi du comment? Difficile d'avoir des réponses de ce côté-là. On pensait tout à l'heure, on parlait des fusions. Les fusions, pour nous, on ne voit aucune économie là-dedans.
On l'a vécu en 98 et on a vu que ça a coûté des millions, cette fusion-là. On parle des fusions des municipalités. Encore une fois, aucune économie au rendez-vous. Ce qu'on a posé comme question au ministre Bolduc, c'est lui demander, vous allez économiser combien d'argent par ces fusions-là? Et à l'heure qu'on se parle, on attend encore la réponse. Donc, incapable de chiffrer les économies. Donc, pour embarquer dans ce projet-là, ce serait intéressant d'avoir cette notion-là qui est pas mal pertinente. Là, on nous demande de faire confiance sans avoir d'objectif, sans savoir où ça va nous mener. Tout à fait. Bien, voilà, merci beaucoup, M. Hébert, pour votre temps aujourd'hui. Je pense que ça a été très éclairant pour tout le monde. Et puis, on va vous souhaiter bonne chance avec la gestion de ce qui s'en vient. Bien, merci beaucoup.